Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Yann Monplaisir, premier vice-président de l'Assemblée de la CTM. Bonjour, monsieur le vice-président, monsieur Yann Monplaisir. Tout ça, oui. J'allais dire déjà bonjour, monsieur le président. Est-ce que c'est comme mon histoire? J'en sais rien. En tout cas, bienvenue. On est tous présidents en Martinique. Tout le monde se retourne quand on dit bonjour, monsieur le président. Alors. Ah là là, ça va bien, Yann Monplaisir? Ça va bien, oui. Depuis cette annonce vendredi de votre candidature? Oui, ça va bien. Et ce qui est important quand on annonce sa candidature, c'est un petit peu parce que c'est toujours un peu de stress, quoi, sur la manière dont les gens vont recevoir ce que vous essayez d'exprimer au travers de cette annonce. Je crois que le message est passé. Je pense que tout le monde a compris que je ne me présente pas comme une espèce de Dieu qui viendrait sauver ex nihilo. Je me présente comme ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la bonne volonté, qui essaie de fédérer, qui essaie de rassembler des hommes et des femmes de talent qui partagent quelque chose et qui partagent surtout des valeurs et l'envie de servir leur pays. Alors avant de parler de votre programme et des autres sujets, j'ai envie de vous poser une question. En tant que chef d'entreprise, j'ai l'impression que quelque part, certaines personnes ne semblent pas d'accord que vous soyez peut-être candidat ou à la direction des affaires de la Martinique parce que vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que ça vous paraît normal? Enfin, vous allez me dire non, mais est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que qui est-ce qu'on voit généralement? Des instituteurs, des gens de la fonction publique. J'ai rien contre évidemment ces gens-là. Mais pourquoi on pense qu'un chef d'entreprise n'a pas la capacité de gérer un département? Parce que traditionnellement, il y a une vision du chef d'entreprise que l'on tient pour quelqu'un qui est égoïste. Parce que par définition, le chef d'entreprise, il était de développer son entreprise et donc il est égoïste. Il n'a pas cette capacité à aller vers les autres, à je dirais, donner aux autres. Et donc, comme il est égoïste, il est aussi quelquefois pas tout à fait honnête. C'est une image malheureuse, mais qui a été entretenue. Qui a changé malgré tout, parce que je constate que j'ai fait des émules. Il y a maintenant plusieurs candidats qui sont des chefs d'entreprise. Et donc, aujourd'hui, je pense que les gens ont compris qu'on a besoin de... Il n'y en a pas beaucoup. Vous parlez de qui? Il y en a au moins un. Mais je parle aux autres élections. Dans les autres élections, je parle aux municipales, etc. Et puis, quand ils ne sont pas tête de liste, ils sont sur des listes. Ils acceptent de figurer sur des listes. C'est nouveau tout ça, parce que c'était d'abord mal vu, et puis les milieux économiques n'aimaient pas trop ça. Donc ce changement me paraît positif. Je crois que les gens ont compris que pour créer de l'emploi, pour donner un espoir à notre jeunesse, pour éviter que les jeunes ne quittent le pays, pour qu'il y ait une dynamique de développement, il vaut mieux qu'il y ait aussi, pas exclusivement, mais aussi des chefs d'entreprise. Parce qu'au moins, ils savent de quoi ils parlent. Vous voyez, moi, j'ai été confronté à des difficultés dans la vie entrepreneuriale que j'assumais. Il n'y avait pas quelqu'un qui assumait pour moi. C'est moi qui assumais les difficultés. Ni la Martinique qui assumait pour vous. Non. Et voilà. Et donc, j'assumais les difficultés. J'ai fait face à des difficultés. J'ai développé des entreprises. J'ai créé de l'activité. Je connais les limites, mais je connais aussi tout l'espoir qu'il faut traduire en réalité. Donc je suis quelqu'un de pratique, de pragmatique, et donc les gens ont compris qu'il faut des gens comme nous, pas simplement des phraséologues. La grande différence qu'on fait par exemple avec quelqu'un, lorsqu'on est élu, que ce soit au conseil municipal ou à la CTM ou dans d'autres collectivités, et que quelque part on a pris de mauvaises décisions et qu'on a planté la collectivité. Une fois qu'on est renvoyé chez soi parce que le peuple n'a plus voté pour vous, vous ne risquez rien, sauf s'il y a eu des malversations fondées. Cependant, un chef d'entreprise, c'est ça qu'il fait. Et en cas de difficulté, c'est son entreprise qu'il perd, des fois c'est bien familial. Je dis ça parce que souvent j'entends ce genre de propos, ah mais c'est ça un chef d'entreprise, c'est un volet. Il faut qu'on arrête avec ce cliché-là si on veut réconcilier les Martiniquais, parce que c'est pas sérieux quoi, de dire ça. Mais c'est pas sérieux et ça ne correspond pas à l'aspiration des jeunes. Je suis content, moi, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes de la génération d'après la mienne, des générations d'après la mienne, qui s'engagent dans la vie de l'entreprise. Ils n'ont pas trop le choix, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils créent leur emploi. Ils ne peuvent plus aller taper à la porte de l'État ou à la porte de la mairie. Les mairies elles-mêmes sont quelquefois en cessation de paiement. Et donc, aujourd'hui, les gens se prennent par la main. Je trouve que c'est bien, mais il faut qu'on arrive à impulser
cette attitude-là, parce que cette attitude-là, elle se traduit aussi par un comportement face aux responsabilités. Quand ça ne va pas, hein, c'est jamais moi. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai trouvé quelque chose de pas très courageux de la part du politique. Quand ça ne va pas, ils envoient ça sur leur administration. C'est la faute de leur administration. Quand ça ne va pas, nous savons assumer nos responsabilités. Moi, je sais dire, quand j'ai pris des responsabilités et que j'ai commis des erreurs, et c'est aussi quelque chose d'important, que d'accepter de reconnaître ses erreurs. Il n'y a pas d'homme qui traverse cette vie sans commettre d'erreurs. Ça n'est pas vrai. Donc, à un moment donné, si vous pensez que vous ne commettez jamais d'erreurs, cette prétention vous conduit, cet aveuglement vous conduit à un entêtement qui conduise à de nouveaux échecs. Il faut tirer la leçon de ses propres échecs et s'appuyer sur ça comme un fondement d'expérience pour précisément aller plus loin la fois d'après. C'est difficile pour certains de faire ça, parce que comme ils refusent d'assumer, comme ils ont toujours raison, il faut écouter l'autre, il faut accepter d'écouter l'autre, il faut accepter de changer d'avis. Et ce n'est pas parce que vous changez d'avis que vous n'êtes plus en mesure d'avoir de l'autorité. Au contraire, à mon avis, votre autorité grandit. Et quand j'ai vu que l'on a eu un président d'exécutif qui a nié le principe démocratique du vote majoritaire, je me suis dit, on a tout dépassé. On a dépassé toutes les limites, non seulement du raisonnable, mais les limites, je dirais, de l'intérêt de la Martinique. Alors, Mme Merkel, il n'y a pas si longtemps que ça, a bien dit publiquement qu'elle s'était trompée concernant cette histoire de pandémie. Alors, revenons à la Martinique. Quelles sont les grandes lignes de votre programme? Si vous pouvez en parler maintenant, je ne sais pas, c'est peut-être trop tôt de vendredi. Non, ce n'est pas trop tôt, parce que vous pensez bien qu'on a réfléchi tous ensemble à voir ce qu'on faisait ensemble. D'abord, j'ai résumé cela, hein, c'est qu'il faut remettre la Martinique au premier rang. Et nous avons dit, faut que nous mettez Martinique devant. La Martinique n'a pas cessé de reculer. Alors je sais que certains spécialistes, entre guillemets, qui sont des spécialistes de l'intoxication et du mensonge, prétendent que ce que je dis ne serait pas vrai. D'abord, je vais vous dire quelque chose, que l'on demande aux Martiniquais ce qu'ils pensent de la situation de la Martinique, et surtout quand ils la comparent à d'autres territoires d'outre-mer. Et vous allez voir le ressenti des Martiniquais, qui est basé sur quoi? Sur le constat qu'ils font. Et le constat, il est corroboré par les chiffres. Même s'il est vrai qu'en raison du nombre décroissant de la population, quand on divise la richesse par le nombre d'habitants, on a le sentiment que ça se tient. Mais c'est simplement parce qu'il y a moins d'habitants en Martinique. Oui. Et donc nous reculons de fait. Et puis on recule aussi de manière relative. Alors quelles sont les grandes lignes du programme? Alors, je dis, il faut accepter ce constat. Le premier élément, on se remet devant et on reprend notre place. Comment reprenons-nous notre place? D'abord, on va relancer l'investissement public de manière massive. Il faut à peu près entre 5 et 800 millions d'euros d'investissement, en tout cas les premières années de cette nouvelle collectivité, pour relancer l'activité économique après la crise Covid. Nous avons investi entre 6 et 800 millions de moins depuis 6 ans, quand on compare les investissements de la collectivité territoriale de la Martinique aux investissements additionnés de la région et du Conseil général de la Guadeloupe. C'est une évidence. C'est-à-dire que nous avons insuffisamment investi. Nous n'avons pas été assez dynamiques dans l'investissement. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par des excédents budgétaires. C'est-à-dire qu'on est passé d'une politique trop dispendieuse, il y a qu'à dépenser l'argent qu'on n'y a pas ça, il y a qu'à faire tout cas tes projets capotés, etc., à une politique trop restrictive, où on a fermé les cordons de la bourse très brutalement. Ça s'est traduit par une baisse brutale de l'investissement, un ralentissement de l'activité économique qui a été fort heureusement compensé par le fait que le tourisme a augmenté comme jamais auparavant, et le tourisme, c'est un apport de fonds extérieurs. Donc on a augmenté d'une certaine manière l'activité, mais aussi la masse monétaire en circulation, parce qu'on a fait entrer de l'argent à travers le tourisme. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons relancer l'investissement. Comment? D'abord, il y a des investissements qui sont indispensables. Pour l'eau, 300 millions à peu près sur les années à venir.
il faut relancer les infrastructures routières. Alors, quand vous parlez de l'eau, c'est pas simplement pour régler le problème de Séguino. C'est sur l'ensemble de la Martinique. Sur l'ensemble de la Martinique. Non, mais vous savez, on fait des raccourcis tellement rapidement. Oui, vous avez raison. Mais Séguino, c'est ridicule. On va régler ça en 2 coups de cuillère à peau. On parle de 200 000 euros, et on assoiffe les Martiniquais. Un problème qu'on peut régler en 3 mois, on l'a toujours pas réglé. Et un problème qui n'en est pas un, parce que quand on va régler ce problème-là, eh bien, les recettes qu'on va retirer de la vente de l'eau vont permettre d'amortir cet investissement en l'espace de 2 ou 3 mois. Donc, on parle de choses ridicules. On parle d'une incapacité à prendre des décisions rationnelles. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas des décideurs, ce sont des idéologues. Et sur la base de leur idéologie, ils s'enferment et prennent de mauvaises décisions, et puis ils prennent trop de temps à prendre les décisions. Parce que comme le vieil adage qui dit, le temps, c'est de l'argent. Si vous prenez trop de temps à prendre des décisions, tout le bagage a fini, là où arrive, on va dire, ah mais non, mais ça a fini, nous va quitter ça pas derrière. Donc il faut amener le TCSP jusqu'au Robert. Il faut refaire une vraie autoroute, entre guillemets, qui va en direction du nord. Il y a une fausse autoroute avec des réductions, etc. Il faut qu'il y ait une vraie route qui aille là pour des... Il faut un axe transversal. Vous qui êtes du gros monde. Il faut que la RN4 et le CD15, les gens qui prennent cette route-là, il y en a 40 000 en ce moment, ils savent très bien de quoi je parle, soient mieux entretenus. Là aussi, entretien des routes. C'est-à-dire quoi ? Boucher les trous, mettre les glissières de sécurité, faire de l'élagage, le minimum, entretenir. On n'a pas été capable de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un embouteillage, une concentration. La méthode n'est pas bonne. Un seul homme ne peut pas diriger tout. Il doit répartir les responsabilités. Mais est-ce qu'on ne risque pas de vous dire, mais vous étiez aux affaires avec lui, vous étiez de la majorité, pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là pour régler tous ces problèmes dont on parle aujourd'hui ? Parce que nous étions minoritaires dans la majorité. Là où nous étions, nous avons fait le job. Sylvia Saï-Soutan a fait le job. Karine Mousseau a fait le job. Diane Montrose a fait le job avec la SPL. Marinette Torpille a fait le job. Nous avons été très concrets. C'est nous, moi, je peux dire. Le moi était haïssable. C'est moi qui ai relancé la machine quand on avait tout fermé à la CTM, que tout le monde était parti avec la Covid. J'ai été le premier à provoquer une réunion et à dire on ne peut pas rester comme ça à regarder les choses. Il faut qu'on prenne des décisions. Et c'est là qu'on a fait le premier plan de relance, que j'avais jugé insuffisant. Et effectivement, il a fallu faire un deuxième volet. Et donc, toutes ces actions-là, ce sont les actions de quelqu'un qui sait ce que c'est que le temps, qui sait ce que c'est que l'investissement, qui sait ce que c'est que le retour sur investissement, qui sait ce que c'est que l'organisation, qui sait ce que c'est qu'une organisation moderne, qui est une organisation qui répartit les responsabilités, le système pyramidal. Vous faites ça quand vous êtes maire de Rivière-Pilote. Mon ami Bonol aujourd'hui, il sera pas offusqué que je dise ça, ou maire de Saint-Joseph. Vous pouvez avoir à la limite, et encore, une organisation pyramidale où c'est vous qui décidez, parce que vous décidez sur une petite structure. Mais quand la structure devient grande, quand il y a 4000 salariés, il faut que les 4000 salariés, ils connaissent leur rôle. On n'a même pas d'organigramme à la CTM. On n'a même pas d'organigramme. Alors on sait à peu près ce que font les gens, mais à peu près, puisque ça n'est pas défini. Et si vous n'êtes pas dans le système, vous ne pouvez pas savoir ce que font les gens. Ce que nous allons changer radicalement, c'est cela. Radicalement. Nous allons investir. Nous mettrons en place une organisation où nous allons mobiliser toutes les énergies. Nous avons des quantités de salariés qui sont en souffrance parce que les gens veulent bosser. Les gens n'aiment pas rester là à ne pas faire. Ils veulent bosser, mais ils veulent aussi pouvoir s'exprimer. Savez-vous qu'on a réduit le montant des délégations? Les directeurs, par exemple, au service technique, avant, ils pouvaient signer jusqu'à hauteur de 50 000 euros. On leur a réduit ça à 5 000 euros. Il faut que ce soit le gourou de Plateau-Roi qui signe avec pléthore. Dernièrement, il y a eu un problème à Casse-Pilote parce qu'il y avait des déchets sur le port de Casse-Pilote. Vous savez pourquoi? Parce qu'on attendait la signature du bon de commande. C'est un marché. Il y a un marché à bon de commande. On attendait la signature. Et personne ne peut signer sauf une personne, la même, qui bloque tout le système. Bagala bloqué, les fonds européens, échec des fonds européens. Alors quand vous parlez de Casse-Pilote justement, ça me fait penser à votre frère qui dernièrement s'est déclaré candidat pour la CTM.
Est-ce que vous pensez que cette candidature ira jusqu'au bout, bien alors est-ce que c'était pas une façon, quelque part, de vous couper l'herbe sous les pieds? Non, moi je pense que c'est une candidature qui relève de l'expression démocratique. Vous savez, chacun a, à mon avis, des raisons d'être candidat. Il pense, chacun d'entre nous, de ceux qui se présentent, pense qu'il apportera quelque chose au débat. Et voilà, c'est une candidature de plus. Moi, je veux simplement que l'on comprenne que nous sommes candidats. Moi, je fais une offre de service généreuse, vraiment, vraiment. Je dirais pas comme certains que je fais don de ma personne, parce que ça fait un peu dans le pathétique, mais oui, il y a de ça. Je viens parce que j'aime mon pays. Je sais que je peux apporter quelque chose à mon pays, comme je l'avais dit aux Joséphin, et qui ont mis du temps à le comprendre, et qui aujourd'hui me disent « Ah bah, il y a longtemps qu'on aurait dû s'être rendu compte de ça », et qui vont me le prouver, leur confiance et leur attachement lors de la prochaine échéance, et je compte sur eux. Moi, je viens faire une offre de service. Mais je veux pas être celui qui est comme je l'ai dit, je veux pas être un gourou de la Martinique. Je veux être un animateur. Regardez toutes les personnes qui sont avec moi. Vous avez vu toutes les personnes qui sont avec moi. Vous avez vu qu'il y a Fred Lordino, qui a du tempérament, Et vous croyez qu'on se met ensemble comme ça parce qu'on a fait un deal et toi tu as ça? Non, parce que nous croyons à notre pays. Vous avez vu Sylvia Saï-Soutan, elle a du tempérament et elle a des qualités et elle pourra exprimer ses qualités, comme Yvonne Tritz, comme Diane Montrose, comme Karine Mousseau, comme d'autres encore qui viendront avec nous. Alors toutes ces personnes, on les connaissait déjà avec vous, mais est-ce que vous avez d'autres personnes qui vous ont rejoint? Parce que moi j'ai entendu sur RCI, M. Bonol qui lançait un appel à un regroupement en travaillant pour la Martinique et non pour soi. Sinon, dit-il, je resterai dans ma commune et je ne vais pas me mélanger à cette élection. Oui, mais est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de franchir ces anciens clivages de manière à ce que les Martiniquais se réunissent pour un projet pour faire avancer la Martinique, pas leurs affaires? Jean-François Bonol, le maire de Rivière-Pilote, et Jenny Dulis, maire de Morne-Rouge, nous ont conviés pour une première réunion au Morne-Rouge, à laquelle j'ai été. Il y avait là, je dirais, un peu tout le monde. Il y avait M. Séminor, qui est au Parti progressiste martiniquais, il y avait M. Nilor, et puis d'autres encore, moi-même, j'y étais, etc. Bon. Nous avons discuté, nous avons échangé, nous sommes tous arrivés à la conclusion que les Martiniquais ne peuvent pas se battre comme ça, frontalement, en permanence, faire des cancans, s'opposer sur des problèmes de chapelle, sur des problèmes d'ego, quelquefois aussi, et qu'il faut qu'ils essaient de se mettre ensemble. Mais vous savez, pour se mettre ensemble, c'est pas toujours simple, parce que ça suppose qu'on soit d'accord sur beaucoup de choses. Bon, j'ai été au Morne-Rouge. J'ai été invité une deuxième fois à Rivière-Pilote. J'y étais, avec d'autres qui sont là toujours. Il y a eu une troisième réunion au François. Nous y étions encore. Et on constate quoi? Que tous ceux qui étaient au Morne-Rouge la première fois, qui étaient à Rivière-Pilote la deuxième fois, et qui étaient au François la troisième fois, ils se sont rassemblés. Je veux parler de ceux que j'ai cités, votre serviteur, Lordino, Tritz, etc., etc. Tous ces gens-là, ils étaient dans la démarche. Et donc, je veux espérer que la démarche que je n'ai pas initiée, mais à laquelle j'ai apporté mon adhésion, que cette démarche ira au bout. Je comprends ce que dit Jean-François Bonol. Il voudrait que ce soit plus large. C'est souhaitable, parce que plus on va mettre de Martiniquais compétents et qui sont prêts à se donner autour d'une table et qu'on va leur permettre de travailler ensemble à un projet commun, et plus on a de chances de réussir. Alors, on a déjà dépassé l'heure, mais quelques questions rapides, avec une réponse rapide, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait rendre le vote obligatoire? Parce que le problème en Martinique, comme en France, c'est l'abstention. Donc, si on n'arrive pas à juguler ces histoires d'abstention, ce sont toujours les mêmes qui seront présents. Donc, est-ce que vous pensez que ce serait une solution? Je pense que ce serait bon, si les citoyens ne sont pas assez matures pour prendre leurs responsabilités, que l'on crée un élément d'incitation, un élément de coercition, c'est-à-dire une obligation, effectivement, à ce qu'ils aillent voter. Parce que, effectivement, l'expression démocratique me paraît fondamentale. Toujours pour cette élection à la CTM, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait intéressant que ce soit une élection à un seul tour? Comme ça pourrait permettre à tous ceux qui ont dépassé un certain seuil de participer à la démocratie à la CTM. Oui, mais en même temps, si vous voulez, cette élection à deux tours, elle permet au premier tour d'exprimer des sensibilités. Et vous m'avez posé la question tout à l'heure pour savoir pourquoi je n'ai pas pu influencer plus. Moi, ce que je dis,
et c'est ça l'enjeu, je dis aux Martiniquais, donnez à notre liste, Michance Matnik, un maximum d'élus pour que, même dans le cadre d'une coalition, qui sera sans doute nécessaire et souhaitable, parce qu'il faut impliquer un maximum de gens dans un projet et les amener à partager ce projet, eh bien pour que nous soyons l'ossature. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plus gros commun dénominateur et puis autour, on fédère d'autres énergies. Et donc moi, non, je trouve que c'est pas mal. Ce système à 2 tours n'est pas mal du tout. Je suis plutôt pour. Est-ce que vous seriez d'accord pour changer certaines choses dans la loi de la CTM, c'est-à-dire les 11 sièges supplémentaires? Oui, je pense que la prime majoritaire est trop importante. Je pense qu'il faut préciser un certain nombre de choses dans le fonctionnement entre l'Assemblée et l'exécutif, mais c'est aussi une question de tempérament. Donner plus de pouvoir à l'Assemblée. Moi, je prends l'engagement de respecter l'Assemblée. Je prends l'engagement de laisser à l'Assemblée la possibilité de voter son budget. Je prends la responsabilité, si je suis président, de faire en sorte qu'il y ait une concertation permanente entre le président de l'Assemblée et le président de l'exécutif. Je prends la responsabilité et l'engagement de faire en sorte que les commissions de l'Assemblée puissent avoir des moyens pour travailler et qu'elles ne soient pas en permanence dépendantes du bon vouloir de l'exécutif. Savez-vous que depuis que je suis candidat, on a donné instruction à l'administration de la collectivité de ne pas participer aux réunions de travail de la commission du développement économique que je préside. C'est-à-dire que je n'ai plus d'interlocuteur. Quand je pose des questions par écrit, on ne me répond pas. On a donné instruction au personnel de la collectivité de ne pas répondre aux élus de l'Assemblée. Comment vous voulez que l'Assemblée, ça marche? Je prends l'engagement parce qu'il faut enrichir la réflexion. Je prends l'engagement que les commissions de l'Assemblée vont fonctionner avec des moyens, avec la mise à disposition de personnes compétentes pour leur donner les outils pour qu'ils puissent éclairer les décisions de l'exécutif. C'est une question d'état d'esprit. Si vous n'êtes pas un dictateur, ce que je ne suis pas, vous êtes plus efficace. Les dictatures, c'est bon pour les systèmes qui sont des systèmes non évolués. Nous sommes dans un pays évolué, c'est la démocratie qui doit fonctionner. Quelques questions sur la sécurité. Vous avez entendu ce qui s'est passé. On est venu à l'hôpital, Pierre-Zobda Kettmann, enlever quelqu'un qui avait déjà été blessé par arme à feu, jeté dans un véhicule, emmené je ne sais où à Fort-de-France, et on l'a retrouvé mort par une balle. Je me rappelle aussi que quelqu'un a été agressé à l'hôpital de Trinité. Faut-il prendre des dispositions pour que ce genre de choses n'arrive pas? Faut-il mettre des gardes armés, malheureusement, pour pouvoir protéger les gens? Alors, il y a des gens qui vont dire oui, la France c'est le pays des droits de l'homme, c'est pas possible, mais enfin bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est le pays des droits de l'homme, mais c'est le pays qui doit protéger aussi les gens, vous avez raison. Bon, à quel moment on protège? Vous savez, malheureusement, il y a trop d'agressions par arme à feu ou par arme blanche. Si chaque fois on doit mettre un policier, l'hôpital va devenir une prison. Bon, donc c'est compliqué. Ce sont des problématiques compliquées. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu. Enfin, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu des agressions dans un hôpital, mais ça relève du cinéma. Ça relève de ce qu'on voyait et dont on se disait on n'aura jamais ça dans notre petit pays. Et puis c'est dans le pays maintenant. Qu'est-ce qui a provoqué ça? D'abord, pas assez d'activité économique, pas assez d'emploi, pas assez de travail. C'est contre tous ces fléaux-là que nous allons lutter en développant notre pays. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un chef d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce que c'est que le développement, qui donne les orientations avec d'autres, du développement. Ensuite, la drogue. Alors, on lutte contre la drogue, l'État lutte contre la drogue, etc. Mais très souvent, on s'aperçoit que maintenant, le banditisme est devenu international. Les victimes, et peut-être même les auteurs, ne sont pas nés ici, même s'ils habitaient ici. Et donc, il y a l'internationalisation de la violence. Mais il faut prendre le problème à la racine. Ce que nous avons fait, nous, au niveau de notre commune, j'essaie de faire en sorte que là où il y a des foyers qui sont identifiés, comme par exemple au quartier Chapelle, eh bien, j'ai demandé à l'État de renforcer la surveillance, de renforcer les moyens de contrôle pour que dans cet endroit, qui a tendance à être un endroit, un point de fixation de non-droit, précisément, eh bien, on y mette un terme. Voilà. Si vous êtes élu au conseil exécutif, qu'est-ce qui se passe pour Saint-Joseph?
Vous ne pourrez pas exercer les deux mandats. Je ne pourrais pas exercer les deux mandats. Vous pourrez rester conseiller municipal. J'ai eu l'accord de mon conseil municipal avant de me décider à accepter cette demande qui m'était faite de conduire cette liste, parce qu'on a considéré que j'avais le profil. Ils m'ont dit effectivement que ça les ennuyait un petit peu parce qu'on fait une bonne équipe, que je resterai conseiller municipal évidemment, mais je dirais presque qu'ils m'ont autorisé à être candidat en me disant: nous voyons ce que vous faites dans la commune, nous savons que la Martinique a besoin de quelqu'un comme vous, nous ne pouvons pas priver notre pays de ses compétences et donc il faut que vous vous rendiez disponible. Ils m'ont donc proposé d'être candidat et je ne l'aurais sans doute pas fait si j'avais eu une montée de bouclier dans ma propre commune. C'est pour ça que je sais et je pense que la population dont j'ai besoin du soutien m'apportera ce soutien. Pourquoi? Parce que nous, toutes là ensemble, nous les faisons en sorte qui nous les bat la Martinique chance là. Mi-chance Martinique, maman est là. Nous semblons les Martiniquais. Dernier mot, mais vraiment très court, concernant Saint-Vincent, avec cette éruption depuis une semaine. Saint-Vincent, j'ai apporté ma contribution. Je suis en relation avec le Premier ministre de Sainte-Lucie, qui est chargé au niveau de l'ESCS de la coordination. Il se trouve que c'est mon cousin. Bon, et donc ça facilite les échanges. Il a envoyé tout de suite. Vous vous souvenez que nous avions envoyé 500 lits de camp à mon initiative et des respirateurs. Il a distrait 300 des 500 lits de camp. Puisque le taux avait un peu diminué chez eux, il a envoyé 300 de ces lits de camp immédiatement à Saint-Vincent, dès le premier jour. Il m'a juste fait il m'a dit par correction, je t'informe que voilà ce que j'ai fait. Je lui ai dit, mais c'est normal. Et puis nous avons, nous-mêmes, apporté notre contribution directe. Il faut aider Saint-Vincent. Je rappelle, et on l'a dit, que quand il y a eu l'éruption de 1902, il y a eu des dons du monde entier. La Russie, ça paraît invraisemblable, la Russie a fait des dons à la ville, à la Martinique. Il y a eu des dons du monde entier. Donc nous qui sommes à côté, nous qui sommes les frères, les voisins, nous ne pouvons pas ne pas être concernés. Et nous le sommes. Je remercie et félicite tous les Martiniquais de toutes les initiatives. La difficulté, c'est de coordonner tout cela. C'est ce que j'ai dit, j'ai échangé avec monsieur le préfet à ce sujet, qui m'a rassuré là-dessus. Et effectivement, c'est la coordination et la mise en place de la logistique, notamment pour transporter toutes ces aides. Merci beaucoup, monsieur, mon plaisir. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Et puis, à bientôt. À bientôt. Et puis, vous aurez l'occasion de revenir pour nous parler de votre programme plus en profondeur. Mi-chance Martinique. Mi-chance Martinique. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt.